très heureux de vous retrouver cet après-midi pour un moment particulier qui est effectivement une réflexion, une prise de hauteur sur notre lieu de vie, la ville. Le lieu de nos consommations, bien sûr. Et l'idée, c'est de profiter de ce Hub Forum pour partager un petit peu ce qui s'y passe, comment elle évolue et comment vous pouvez aussi, au-delà d'être acteur de l'économie numérique, être aussi acteur de la ville qui se développe, de la ville durable tout simplement. Alors cette ville durable, nous, Hub Institute, on y travaille bien sûr depuis maintenant un certain nombre d'années et on l'organise sous la forme de ces trois gros enjeux. D'abord tout ce qui est lié au focus citoyen, consommateur, vous le voyez avec les enjeux de mobilité, de développement économique, de cœur de ville avec les commerces bien sûr, et puis après tout ce qui est lié à l'inclusion des villes. Il y a le challenge aussi des infrastructures, parce que si on n'entretient pas la ville, eh ben, du coup, évidemment, l'expérience est de plus en plus mauvaise, les habitants partent, le cœur de ville disparaît, c'est ce qu'on voit malheureusement dans un centre de ville en France et un peu partout en Europe. Et puis après, bien sûr, le challenge de la gouvernance, qui est comment on pilote une ville, un peu comme on pilote aujourd'hui des entreprises, avec évidemment les outils numériques. Alors, pour démarrer, bien sûr, sur ce premier sujet qui sont les mobilités, il y a des exemples assez intéressants qui vont dans le sens de cette évolution qu'on souhaite des villes plus propres, des villes plus sûres et des villes effectivement dans lesquelles on a envie de vivre. Alors ici effectivement à San Francisco, on le voit, un taux effectivement assez intéressant en termes d'objectifs sans émissions d'ici 2040, sachant qu'effectivement, comme on sait, les véhicules individuels et les camions, c'est 61% des émissions à San Francisco, donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup ce qu'on appelle d'autosolisme. L'autosolisme, ce sont les gens qui prennent leur voiture tous les matins pour aller au bureau et qui sont seuls dans leur voiture. Donc c'est ça l'autosolisme et c'est effectivement un combat réel. Vous avez la ville d'Oslo avec 70% des voitures achetées qui sont des voitures électriques. Ils sont très très en avance sur le reste de l'Europe. Ce sont des signaux faibles intéressants. Et puis Reykjavik qui effectivement a misé très tôt sur le multimodal, sur tout ce qui va être mobilité douce pour avancer. Alors à Paris, on n'est pas en reste, hein, sur pas uniquement la ville de Paris, mais sur la métropole, qui est le véritable enjeu, qui est en gros la ville de Paris avec toutes les villes qui sont connectées à la ville de Paris. Il y a un grand nombre de dispositifs comme le Vélopolitain, bien sûr, la métropole roule propre, les bornes électriques qui sont mises en place, et puis ville de demain que vous pouvez aller consulter. Donc beaucoup d'innovations, et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de data aujourd'hui, hein, bien sûr, pour comprendre hein, l'expérience client et autres. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette data, elle est de plus en plus aussi utilisée au niveau des villes pour analyser les mobilités et essayer d'accompagner, d'essayer de conseiller les reports modaux pour essayer d'optimiser les flux, qu'ils soient B2B ou personnels. Voilà. Alors, en termes de développement économique et en termes d'attractivité, c'est aussi important, on a parlé de maillage territorial des points de vente ce matin, et c'est aussi intéressant de s'intéresser aux villes moyennes, qui sont des cœurs d'innovation. Le numérique a permis à toutes ces villes, avec le haut débit, de pouvoir maintenir, voire de développer des bassins d'emploi et des pôles de compétitivité et d'innovation. Et donc Nevers est un très bon cas. Qui effectivement développe maintenant des relations assez intéressantes à l'international et avec des villes comme au Québec. Alors, il y a une autre ville aussi qu'on suit de près, c'est intéressant, la ville de La Baule. Donc avec une particularité, n'est-ce pas, c'est qu'il passe de 18 000 habitants l'hiver à 180 000 habitants l'été. Donc c'est comme une sorte de commerciale immense qui se vide la nuit et qui se remplit le lendemain. Et donc derrière, c'est comment on s'adapte pour essayer de faire baisser la température, on le voit sur la gauche, pour proposer des nouvelles mobilités, optimiser l'eau et évidemment essayer de développer les énergies positives. Et donc on le voit, il faut prendre beaucoup de décisions pour accompagner ces transitions. Mais ce qui est intéressant, on en a malheureusement assez peu chez nous, mais c'est l'émergence de villes nouvelles. Alors on en a eu il y a 30-40 ans maintenant. Donc on pense à Telosa qui n'existe pas encore, mais qui est le fruit d'une idée d'un milliardaire américain qui aimerait du coup dans le désert proposer une ville éco-responsable. Et du coup il s'est rapproché du grand urbaniste danois pour essayer de réfléchir à cette ville qui s'appelle Telosa. Et il y a beaucoup de pays émergents qui développent leur propre ville.
On voit ici à Kigali, une Green City, ou alors une autre ville comme au Koweït, ainsi de suite. J'ai eu l'occasion de faire un voyage d'études à l'Expo universelle de Dubaï en octobre dernier, et ça a été particulièrement intéressant de voir sur les 180 pavillons pays qui étaient présentés, le nombre de villes nouvelles, voire de capitales nouvelles. Je pense à la future capitale égyptienne qui est en construction, aussi les villes comme celle au Sénégal qui sont développées. Vraiment, on a un saut dans le futur qui est vraiment impressionnant, et je vous encourage à voir ce qui s'y passe. Il y a aussi des échecs, bien sûr. Des échecs, nous on en a vécu aussi. On est allé en Corée du Sud voir Tsungo à 2 heures de Séoul. Un échec urbanistique assez important. Voilà, plus de 2 milliards d'investis, mais malheureusement les résultats ne sont pas là. Forest City, qui est une ville fantôme aussi, en face de Singapour. N'hésitez pas à aller voir sur Internet ce qui s'y passe. Donc le résultat n'est pas au rendez-vous. Alors voilà, le commerce, cœur de ville, c'est très important, et c'est vrai que dans cette logique de proximité, aujourd'hui les villes se battent pour être la ville, pour certaines du quart d'heure, pour l'autre, donc ça c'est plutôt Paris, pour la ville du 10 minutes, la ville du 5 minutes, donc chacun a sa temporalité d'être la ville dans laquelle il fait bon vivre, et on a les commerces de proximité, une vie de proximité, et surtout on limite les migrations pendulaires qu'on connaît bien à l'américaine, c'est-à-dire je me lève le matin de ma zone pavillonnaire, je vais bosser dans la business city en voiture, après du coup je vais faire les courses dans un mall, je reprends ma voiture, du mall je reviens chez moi, et donc c'est ce triangle qui consomme énormément d'énergie et qui pollue énormément. Aujourd'hui, tout le monde y bosse pour créer des habitations auprès des malls, par exemple, et des bureaux, ainsi de suite, pour rendre et aller vers cet objectif que vous voyez justement ici. Côté santé bien-être et pollution, c'est triste parce qu'en fait, ça c'est une initiative qu'on suivait de près Kelia à Copenhague, qui est un incinérateur, et ils ont beaucoup investi, ils ont quasiment comme une piste de ski sur le toit de l'incinérateur, vous voyez, et en fait l'incinérateur n'est pas allé jusqu'à l'impact qu'ils avaient vendu comme projet, et du coup ils n'ont pas réussi à avoir les subventions qu'ils devaient avoir. Même si Copenhague est une ville qui a baissé de 80% ses émissions, c'est franchement une ville à voir, c'est vraiment en exemplarité, c'est très intéressant. Une autre ville intéressante comme Stockholm, alors vous le voyez sur les berges de Paris, vous avez ces containers Franprix qui arrivent et qui permettent de limiter un certain nombre de camions. Eux, ils vont encore plus loin, et le port va devenir vraiment le centre fluvial, logistique, qui va faire vraiment baisser le nombre de transports et de camions, et ainsi baisser la pollution. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres grandes villes dans le monde, on commence à avoir des cas et des réalisations urbaines assez intéressantes. Je pense à New York, avec cette tour de 60 étages, qui du coup est pensé complètement en zéro émission, donc c'est une des premières réalisations qu'on voit. Hong Kong, bien sûr, qui s'est développé et qui veut essayer de développer d'ici 2050 le zéro émission. Et Singapour, qu'on connaît bien au Hub Forum, au Hub Institute, puisqu'on a développé le Hub Forum pendant 5 ans à Singapour avec notre partenaire l'INSEAD, et qui est clairement en avance sur toutes les autres villes qu'on connaît, puisqu'ils ont fait ce qu'on appelle le jumeau numérique de la ville. Donc ils ont dupliqué la ville existante dans le monde virtuel, qui permet de prédire et d'anticiper et d'améliorer le quotidien des Singapouriens. Voilà quelques exemples derrière de buildings assez original. On aime beaucoup le siège de Sanko à Istanbul, vous voyez, ce côté building forêt. Voilà, donc il y a beaucoup de réalisations dans le monde. Sur le numérique et la data, bien sûr, on n'est pas en reste. Et donc, une ville de Los Angeles, qu'on a d'ailleurs, on s'est rendu avec Perle à la mairie de Los Angeles il y a 2 ans, juste avant d'aller au CS à Las Vegas. Et c'est intéressant de voir les initiatives qu'ils prennent pour effectivement essayer de développer des villes propres. Et ils ont rejoint justement un consortium avec Cities Zenith pour essayer de virtualiser des quartiers et d'optimiser l'empreinte carbone justement de ces quartiers. En termes de gestion optimisée des ressources et des énergies, ceux qui sont assez en avance et qu'on suit, c'est Sydney, puisqu'en fait, la ville de Sydney a signé un contrat d'achat d'énergie auprès du coup de l'entreprise effectivement Flow Power, et qui permet de garantir du coup la livraison aux habitants de Sydney d'énergie issue du solaire et des énergies éoliennes. Donc évidemment tout ça, ça encourage des consortiums et des acteurs financiers à financer ce type de projet, puisqu'ils ont la garantie après de l'achat. Donc c'est vraiment des choses qu'on aimerait voir encore un peu plus en France, même si ça se développe, mais ça prend quand même beaucoup de temps malheureusement. La nature en ville, donc c'est vraiment cette idée, on l'a vu maintenant, vous l'avez vu avec nous pendant le Covid, on avait du coup à Paris, on avait des canards qui se baladaient dans les rues, il y avait des lapins un peu partout,
donc aux invalides. Donc c'est vraiment cette logique de comment on peut aller reproduire la symbiose entre nature et les humains en ville, comment on peut recréer du lien et encourager cette vie commune quelque part où chacun aurait sa place. C'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que justement beaucoup d'urbanistes travaillent là-dessus, sur la réintégration de la nature dans les milieux urbains. En termes de démocratie participative et de citoyenneté de vie publique, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, là c'est le cas qu'on a suivi aussi, c'est qu'en fait il y a malheureusement de plus en plus de morts, hein, de gens qui sont écrasés au passage niveau parce qu'ils regardent leur téléphone. Et donc, dans une ville comme Hong Kong, dans lequel ça s'est fortement manifesté, ils ont mis en place des tests de lumière, donc de zones lumineuses au sol, pour, au moment du passage à niveau, indiquer à ceux qui sont collés sur leur téléphone qu'il y a un passage et qu'ils peuvent se faire écraser. Donc, en fait, c'est pas rigolo du tout. Mais c'est effectivement des choses qui sont en test. On l'a vu dans d'autres villes aussi, et en France, Colas est assez investi sur le sujet. Enfin, la gouvernance. La gouvernance, en fait, elle passe par des prises d'initiative. Donc, je vais les énumérer un peu avec vous par rapport aux grands risques, bien sûr, climatiques qui peuvent arriver. Donc, par exemple, effectivement, utiliser les grands espaces publics pour pouvoir potentiellement capter et stocker les excès d'eau de pluie. Juste pour info, à Paris, quand nous on échange avec les services de la ville, il y a cette crainte de la grande crue du siècle. Et donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont très compliquées à gérer, l'eau. Et donc comment on pourrait effectivement capter et stocker. Deux, il y a le sujet de la surélevation des routes. Donc il y a déjà des initiatives sur des centres un peu stratégiques autour de l'énergie à Paris, sur lesquels il y a des initiatives. Il y a aussi tout ce qui est lié au réaménagement des toits. Vraiment des toits pour effectivement les transformer en espaces verts et ainsi faire baisser la chaleur dans les villes. On avait aussi le cas des retailers, je pense à Auchan ou à d'autres, qui peignent le toit de leur surface en blanc. Et ça permet de faire baisser la température de quelques degrés sur les surfaces de vente qui sont juste en dessous. Donc vous voyez que ce soit la verdisation, que ce soit des peintures un peu plus spéciales, il y a beaucoup d'initiatives. Après, un peu moins à Paris, mais dans les zones sismiques, et donc on en a quand même un certain nombre, l'idée c'est effectivement d'intégrer ces problématiques. Et enfin, bien sûr, les incendies qu'on redoute. Vous l'avez vu l'été dernier, le record qu'on a eu en Europe en termes d'incendies. Donc ça nécessite de repenser le cœur de ville, de repenser la manière dont se structurer aujourd'hui nos cœurs de ville. Voilà, j'étais très heureux de vous partager ces quelques exemples. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.